toutes et à tous. Bienvenue à Océanopolis. Alors tout d'abord, un grand merci d'être parmi nous pour finalement cette nouvelle étape du cycle de conférences d'Océanopolis. Pendant de longs mois, vous avez pu participer et partager donc, les sciences via ces conférences à distance. Et aujourd'hui, nous pouvons enfin accueillir de nouveau du public dans notre auditorium. Nous sommes ravis de vous accueillir parmi nous. Sachant qu'en plus, nous avons une concurrence de taille ce soir de cette conférence. Donc, votre présence aujourd'hui parmi nous est d'autant plus importante et nous vous en remercions. Donc, ce cycle de conférences repart sur un format hybride, c'est-à-dire que vous êtes donc ici dans l'auditorium d'Océanopolis parmi nous, mais nous avons aussi des personnes qui vont être présentes sur le Facebook Live et sur YouTube en live. Ainsi, les personnes présentes dans la salle, mais aussi des personnes en direct, pourront poser leurs questions aux différents intervenants que nous avons aujourd'hui. Et aujourd'hui, justement, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler d'un enjeu important pour l'océan. Cet enjeu, c'est la pollution plastique de l'océan. Alors, on a souvent parlé de la pollution, on va reparler de certains chiffres sur cette pollution, mais nous allons, pour commencer justement ce cycle de conférences, parler de choses optimistes. On va essayer d'être optimistes aujourd'hui ensemble. Nous allons essayer de voir des solutions pour limiter cette pollution plastique, pour la réduire aussi bien localement que globalement. Dans les années à venir, nous allons voir cela à différentes échelles. Alors pour cela, et on pourra donc les remercier de leur présence, nous allons accueillir donc, et nous accueillons 4 intervenants. Donc nous allons pouvoir échanger ce soir avec Yann Leboutin, donc, qui est juste sur votre gauche, qui est co-directeur de Fil et Fab, une entreprise innovante dont il nous parlera tout à l'heure. Nous avons ensuite Oumaima Belmerat, qui est chargé de mission donc Interreg, un programme européen dont on va beaucoup vous parler ce soir. On en dira plus justement juste après. Donc sur ce programme, il s'appelle Preventing Plastic Pollution. Nous avons ensuite Stéphanie Isoard, qui est chargée de mission Natura 2000, et là aussi qui est coordinatrice du programme Preventing Plastic Pollution au syndicat de Bassin des Lornes. Nous verrons ensemble ce qu'est un syndicat de bassin et justement le rôle que va avoir ce syndicat sur la gestion des déchets et de la pollution plastique. Et enfin, nous avons Rosen Lermite, qui est donc coordinatrice, là aussi, du programme Preventing Plastic Pollution, mais là, au niveau de l'établissement public de gestion et d'aménagement de la baie de Douarnenez, connu aussi sous le nom de l'EPAB. Donc tout d'abord, merci à vous 4 d'être présents parmi nous, et vous allez pouvoir nous apporter de nombreuses solutions. Et je suis sûr que cela va faire germer aussi des idées de solutions et d'actions donc chez le public qui est présent parmi nous aujourd'hui. Alors juste avant de laisser la parole aux personnes présentes avec nous aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelques chiffres qui permettent d'en apprendre un peu plus sur cette pollution plastique. Alors cette pollution plastique, et plutôt le plastique, est présent en grande quantité et vous allez voir, on va commencer par une petite histoire sur le travail et la vie finalement d'un déchet en plastique de la terre jusqu'à la mer.
éducative qui a été réalisée dans le cadre de ce fameux projet européen. Juste quelques chiffres avant de commencer. Est-ce que vous savez, par exemple, la quantité de plastique qui a été produite depuis 1950 ? 1950, c'est vraiment la date à laquelle le plastique vraiment a commencé à être présent dans notre vie de tous les jours. Et bien, c'est 9 milliards de tonnes de plastique produites depuis 1950. Sur ces 9 milliards de tonnes, environ 10% ont été recyclés, 24% sont toujours utilisés ou réutilisés. Le reste a soit été enfoui, incinéré ou a terminé sa vie dans la nature. En 1950, on produisait 1,5 million de tonnes de plastique. Aujourd'hui, on est aux alentours de 400 millions de tonnes. Et des études tendent à montrer que si l'on continue sur cette voie, on pourrait jusqu'à doubler ce chiffre d'ici 2050 avec plus de 700 millions de tonnes de plastique produits chaque année. Ce plastique, comme on l'a dit, une partie finit dans l'environnement, malheureusement. Et justement, des collectes de déchets auxquelles vous avez peut-être déjà participé, on en parlera aussi au cours de cette présentation, ont permis de mettre en évidence que 90% des déchets que nous retrouvons sur les côtes ou en mer proviennent de plastique, d'objets en plastique. Et dans ces objets en plastique qu'on retrouve sur la plage, dans le top 10, on va retrouver par exemple des mégots, des bouteilles, des morceaux de filets de pêche. Alors vous allez voir, on va justement parler de l'ensemble de ces déchets au cours de cette table ronde. Des bouchons, des sacs plastiques, de la vaisselle jetable ou encore du polystyrène. Alors c'est vrai que quand on parle un peu de tous ces chiffres, cela peut faire un peu froid dans le dos. Mais justement, aujourd'hui, nous sommes là pour voir comment faire que l'océan de demain soit sans plastique. Et nous allons voir les différents leviers d'action que nous pouvons avoir, aussi bien à l'échelle individuelle qu'à l'échelle collective, afin de pouvoir pallier à cette problématique. Et pour cela, donc, nous avons 4 intervenants. Et je vais, pour débuter cette table ronde, laisser la main à Yann Louboutin. Yann Louboutin, qui est le co-directeur, donc vous êtes co-directeur d'une entreprise qui s'appelle Fil et Fab. Et je crois que grâce à cette entreprise, vous arrivez à travailler sur un déchet, à revaloriser un déchet qui jusqu'à présent donc, était très peu valorisable. Un déchet dont j'ai parlé, qu'on retrouve beaucoup sur les plages. Donc je vous laisse vous en dire plus et nous faire découvrir quel est ce fameux déchet. Allô, bonjour à tous. Merci Tristan du coup pour l'introduction. Comme tu l'as dit, donc Fil et Fab, c'est une société qui est spécialisée dans la revalorisation. On préfère ce mot-là que recyclage de filets de pêche. Donc je vais pouvoir vous faire une présentation de ça. Je ne sais pas où. Ok. Donc Fil et Fab, tout simplement, c'est un jeu de mots un peu bête au début. Fil et filet et Fab pour fabrique, dans l'idée de pouvoir refabriquer quelque chose avec ces déchets qui n'étaient pas valorisés avant. Une petite présentation rapide. Donc Fil et Fab, c'est la filière française. On se présente comme une filière dans le sens où on veut vraiment mettre en lien tout un tas d'acteurs différents. Les collecteurs, les régions, les CCI, les gestionnaires de ports, les pêcheurs eux-mêmes, tous ces acteurs-là dans le but de revaloriser les filets. Donc filière française de revalorisation des filets de pêche usagés. Et donc on produit ce qu'on a appelé Nilo. Nilo, c'est encore un jeu de mots un peu bête. On a juste récupéré le mot nylon. Donc le nylon, le plastique, le polyamide 6. On lui a enlevé son N et on a créé comme ça le nom du coup d'une marque d'un granulé 100% filet de pêche recyclé, comme c'est écrit ici. Donc initialement, c'est une équipe, on est 3. Donc à votre gauche, donc à gauche de la photo, c'est Thibaut Huguin, donc qui est un de mes associés. Au milieu, c'est Théo Després, un autre de mes associés, et moi-même. Pour détailler un petit peu, Thibaut, il est spécialisé de la partie technique, ce genre de choses-là. Théo, il est sur toute la partie écosystème, donc vraiment la partie filière. Et moi, c'est la partie communication, projet et recherche et développement. Donc quelques chiffres, donc 800 tonnes par an en France, ça c'est les filets qui sont collectés. On est basé que sur la collecte des filets sur le niveau portuaire. Les plages, c'est très compliqué aujourd'hui parce que c'est un déchet qui est compliqué à qualifier.
Donc voilà pour ces chiffres qui sont quand même assez importants et surtout très localisés sur une région, donc le Finistère, là où on est placé. Il y a 3 phases majoritaires, donc la phase association, pendant laquelle on a eu ce statut longtemps, qui nous a permis de grandir, de construire le projet, de faire des erreurs, de comprendre comment tout ça fonctionne. Une phase de professionnalisation, vraiment, où on a compris comment travailler, comment recycler, comment faire des choses, qu'on voit sur la photo au milieu, donc c'est une plaque. Elles n'existent pas encore, c'est en projet, on travaille avec une société à Aubervilliers notamment pour en fabriquer. Et enfin, à partir de 2019 et de la création de l'entreprise, l'industrialisation, où vraiment on va commencer à implanter les machines dans un atelier pour pouvoir les recycler localement ou les revaloriser localement. Et donc, on a un atelier de 1500 m² dans lequel viennent les filets de différents ports bretons, le Conquet, l'île de Bas, Douarnenez, tout un tas de ports. Depuis la création et depuis qu'on a cet entrepôt, on a collecté 35 tonnes de filets, majoritairement sur le port du Conquet, avec qui on a vraiment un partenariat qui est solide. Et en plus de ça, on met en action des filières régionales. Ce qui est en rouge, donc la Bretagne, forcément, c'est là où on est le plus implanté, où il y aura le plus de machines qui permettront la revalorisation. Mais actuellement, donc Théo Després, mon associé, travaille sur la partie de création de filières, va chercher des partenaires en Normandie, en Occitanie, dans la région PACA, pour faire en sorte de collecter les filets qui sont là-bas aussi et de les recycler. Et donc de les déplacer jusqu'à Plougonvelin, là où est notre atelier, de la manière la plus avancée dans la revalorisation, pour avoir l'impact le plus fort possible sur le recyclage des filets. Donc les étapes de revalorisation, il y en a beaucoup, donc on va les détailler un petit peu. D'abord la pêche, forcément, c'est le point numéro 1, et les pêcheurs font déjà un travail en fait là-dessus sur la partie recyclage, ne serait-ce qu'en mettant tout bêtement leurs filets, non pas dans la mer comme on les critique souvent, mais dans des bennes qui sont dédiées à cet effet sur les ports. Donc elles sont collectées. Elles sont collectées forcément ici, il y a Guyot Environnement qui est un acteur majeur, donc avec qui on travaille, qui va collecter ces filets sur le port et qui va les amener jusque dans notre atelier. Dans notre atelier, elles seront triées, démontées et dédrissées. Donc ça, c'est le jargon qu'on a développé avec le temps, mais en fait, c'est une action toute simple qui consiste à séparer en fait les différents types de plastique qui composent le filet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dit que le plastique, on peut le recycler à l'infini. Bon, déjà, ça se discute, mais surtout, on ne peut pas les recycler en même temps. Il y a toute une famille de plastiques énorme qui existe. Les PE, PP, PA, tous ces acronymes, en fait, c'est des plastiques différents qui doivent être séparés pour être recyclés. Donc vraiment une étape très importante, cette étape manuelle dans un premier temps, qui est faite en partenariat avec les Genêts d'Or, donc un ESAT basé à Guipava. Ensuite, le broyage, on va réduire les filets en des courtes fibres, et ces courtes fibres-là, ça va nous permettre de faire l'étape la plus importante de la revalorisation, qui est la partie, pas massification du tout, mais la massification, c'est juste parce qu'aujourd'hui, on n'a pas tout le moyen, les outils de production encore, ça arrivera normalement courant 2022, et le deuxième outil de production après le broyage, donc c'est la granulation et l'extrusion. Là, on va venir fondre les petits brins de filets qui font aux alentours de 40 mm. On va en faire des espèces de grands spaghettis, c'est ce qu'on voit sur l'image de gauche. Et en fait, ils vont être coupés très régulièrement pour faire des granulés, donc ces granulés qu'on a appelés Nilo, et avec lesquels on va pouvoir faire tout un tas d'objets. Là, je vous ai mis un seul exemple. C'est une montre qui a été faite par une société suisse. Donc c'est toute la partie. Alors comment est-ce qu'on fait pour mettre le laser? C'est juste le petit bouton qu'il y a au milieu en haut. C'est celui-là? Ok, ça marche. Donc en gros, c'est la partie qui entoure le mécanisme. Donc tout ça, c'est en filet de pêche recyclé. Il y en a un petit peu aussi dans le bracelet. Il y a 6% de mémoire dans le bracelet, mais on peut faire bien d'autres jets avec. J'en ai sur moi. Donc il y a ces lunettes. C'est juste un exemple, des petits objets comme ça, mais qui sont déjà manifestes de choses qu'on peut faire avec. C'est assez permissif. On peut injecter, on peut faire des plaques, on peut faire tout un tas de choses. Et voilà, l'objectif, c'est que ces 600 tonnes annuelles françaises, un jour, on puisse se permettre de dire elles sont toutes passées par un atelier à la Pointe Bretonne, elles ont été transformées en granulés pour faire des lunettes, des montres, des plaques, des ailerons de planches de surf, tout un tas de choses. Donc voilà pour moi et pour Filefab. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors pour commencer, donc on a parlé de Filefab. Finalement, c'est parti d'une idée que vous avez eue en étant étudiant.
Alors justement, comment est-ce que vous en êtes venu à... On enchaîne par les questions. Comment est-ce que vous en êtes venu à vous concentrer sur ce déchet en particulier? Et surtout, ça a été comment la bascule finalement entre le moment où on se dit j'observe une pollution, je me dis comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ça se retrouve moins dans l'environnement, et surtout comment est-ce qu'on pourrait revaloriser par exemple ces filets de pêche? Comment tout ça se met en place finalement? Ça se fait lentement. C'est vraiment tout un tas d'étapes successives. Comme je le montrais, on est passé d'une association, on a une phase de professionnalisation, etc. Au tout début, c'était un projet étudiant, Filet Fab. On était juste 3 copains passionnés par l'environnement, par le design initialement. Et on voulait juste faire un objet fabriqué à la Pointe Bretonne avec un déchet de la Pointe Bretonne. Et quand on se balade sur les ports en Bretagne, on voit des filets. Donc l'idée, elle est venue un peu bêtement comme ça, de se dire on va essayer de faire quelque chose avec. Et on a eu des super bons retours parce qu'on avait présenté ça au Fête internationale maritime de Brest en 2016. Et ça a été un petit peu le déclic de se dire on peut peut-être aller plus loin, on peut peut-être avoir un vrai impact sur ce qu'on fait, en recycler plus, pas juste de faire un petit objet manifeste comme ça. Et donc vraiment, ça s'est fait crescendo. Et aujourd'hui, on arrive à collecter ces 35 tonnes et on vise 125 tonnes pour l'année à venir. Donc on est vraiment dans quelque chose de très progressif, avec des prises de conscience régulières qui font qu'on réalise qu'en fait, il y a des choses qui sont faisables localement, avec juste en mettant des gens en contact, en réseau, en mettant les investissements qu'il faut aussi, mais en allant les chercher auprès d'organismes publics, européens, régionaux. Donc c'est vraiment un processus long, en fait, cette prise de conscience que c'était possible de le recycler localement. Et justement, ça va faire le pont un peu avec les 3 autres intervenantes. Je crois que ça permet de faire le lien justement avec le programme européen dont nous avons parlé. Je crois que vous avez un partenariat, par exemple, avec le Parc naturel marin d'Iroise qui justement a permis aussi la mise en place de toute cette filière, de tous ces contacts finalement qui vous permettent... C'est ça, avec le PNMI, en fait, on est en lien depuis pas mal de temps. Ils nous ont permis de rencontrer un certain nombre de pêcheurs, de connaître comment ça se passe sur le plan portuaire. Nous, on n'y connaît rien, on ne sait pas par qui est-ce que c'était géré, est-ce que c'était les régions, est-ce que c'est privé, est-ce que c'était des CCI, ce genre de choses-là. Et le parc marin nous a vraiment accompagnés, nous a tenu la main en fait, au début dans cette voie-là. Et aujourd'hui, on est directement en contact en fait, avec les pêcheurs ou les gestionnaires de ports, que ce soit au Conquet, à Bas, à Roscoff. Voilà. Mais le PNMI était vraiment notre porte d'entrée. Ouais. Merci beaucoup Yann Louboutin. On pourra de nouveau échanger tous ensemble tout à l'heure. Alors à présent, on va passer à Oumaima Boulmirat, qui est chargée de mission donc dans ce fameux projet Preventing Plastic Pollution. Alors, on va beaucoup vous en parler. Alors, qu'est-ce que c'est que ce programme? C'est un programme donc interrégion entre la France et l'Angleterre qui intègre 18 partenaires sur 7 bassins versants différents. Alors, on verra justement sûrement plus avec Stéphanie ou encore avec Rosen ce qu'est un bassin versant et tout ce qu'il y a aussi derrière et pourquoi on va pouvoir lutter à cette échelle-là contre plutôt la pollution plastique. Et l'idée de ce programme, c'est d'en apprendre plus sur la pollution plastique dans l'environnement marin, mais aussi terrestre, pour identifier les zones d'accumulation de ces déchets, pour agir ensuite à la source, finalement fermer le robinet avant que ces plastiques se retrouvent dans l'environnement. Et cela est dupliqué à l'échelle de plusieurs bassins versants qui ont des caractéristiques différentes. Et bien évidemment, on en parlera tout à l'heure, l'idée est de répandre cette méthodologie dans de nombreux bassins versants à l'échelle de l'Union européenne pour lutter là plus globalement contre la pollution plastique. Et dans tout cet aspect, on en parlera aussi, il y a aussi le changement de comportement avec beaucoup de sensibilisation, mais aussi d'animation ou encore d'activités comme la conférence qui est proposée ce soir. Alors maintenant, je vais laisser la main à Oumaima. Alors donc, vous travaillez pour Brest Métropole. On a vu avec Yann Louboutin comment on pouvait partir finalement d'une idée en tant qu'étudiant ou en tant que citoyen, qu'on pouvait développer son entreprise pour lutter contre la pollution plastique. On va augmenter un peu l'échelle et maintenant, c'est à l'échelle d'une métropole. À l'échelle d'une métropole, on va avoir une forte concentration de population, une forte production aussi, bien évidemment, donc de déchets. Et comment est-ce qu'une métropole, justement, va pouvoir traiter un problème comme celui-ci, ou plutôt une problématique comme celle-ci?
Bonsoir à tous. Effectivement, je vais vous présenter le plan d'action de Brest Métropole dans le cadre de ce projet européen Preventing Plastic Pollution ou PPP. Pour commencer, je vais présenter le territoire de Brest Métropole. Donc, c'est un groupement de 8 communes, dont 5 avec une frange littorale. Donc ça représente 60 km linéaires de littoral. C'est un territoire qui est très tourné vers la mer, avec la fameuse rade de Brest et les différents usages, que ce soit de la pêche professionnelle ou de loisirs, de la baignade, de l'aquaculture, etc. Donc l'enjeu était très important pour la métropole de se positionner sur ce projet justement pour lutter contre la pollution plastique et protéger ses usages. Donc, les compétences de Brest Métropole, donc, la métropole est partenaire sur ce projet-là avec 2 directions. La direction de l'écologie urbaine qui est en charge de la protection de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des usages, et qui est également en charge de la gestion des eaux pluviales. Donc, la direction de l'écologie urbaine a d'autres compétences, mais j'en ai cité les 2 qui sont directement en lien avec le projet PPP. Ensuite, la direction déchets propreté dans laquelle je travaille et qui est en charge de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés et aussi en charge de la propreté de l'espace public. Donc ces 2 directions agissent ensemble de manière très complémentaire en amont et en aval. En amont, c'est-à-dire à travers de la prévention, de la réduction à la source, et puis en aval avec une meilleure gestion des déchets et des expérimentations pour justement piéger les déchets et les empêcher de polluer l'océan. Donc avant de procéder dans notre plan d'action, on a réalisé une cartographie des zones à risque du territoire. C'est une cartographie qui est basée sur des données propres à la collecte des déchets, donc la fréquence de collecte et le type de collecte, mais aussi des caractéristiques de la métropole, comme la proximité du littoral, la densité de population. Donc tout ça, ça nous a permis d'avoir des indicateurs pour identifier les zones les plus à risque de pollution plastique à l'échelle du territoire, donc pour ensuite identifier les zones prioritaires pour la mise en place du plan d'action PPP. Donc on peut voir sur la carte qu'une accumulation des zones à risque se présente plus particulièrement à l'échelle du centre-ville de Brest, du port de commerce et puis de part et d'autre de la Pinfel, mais aussi au niveau du relais Quérion et un petit peu à Plougastel. Donc je passe au plan d'action. Je vais commencer par les actions en amont et donc des actions de prévention et réduction à la source. Finalement, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et donc, c'est pour ça qu'une grande partie des actions de la métropole tourne autour de la prévention, donc, via de la promotion du zéro pollution plastique, donc à travers des chartes qui seront proposées à des clubs sportifs. Donc, c'est un domaine où la consommation en bouteilles est très importante. Donc, pour ça, on va leur proposer des chartes de suppression de bouteilles avec une fourniture de gourdes, le tri des déchets au quotidien et puis des actions aussi pendant les manifestations sportives. Ensuite, les restaurateurs aussi qui seront concernés par une charte de réduction de pollution plastique, principalement les restaurateurs qui pratiquent la vente à emporter. Un accompagnement sera également proposé et un soutien du démarrage pour justement leur faciliter la transition et en fait procéder à la démarche. Et puis également, la même chose pour les organisateurs d'événements. La prévention fait aussi partie du coup des activités au quotidien de la métropole à travers des interventions dans les écoles qui sont faites depuis un moment, qui tournent autour de la réduction des emballages, le gaspillage alimentaire, le tri des déchets. Et donc, du coup, depuis sa participation au projet européen en 2020, on a intégré une partie plastique dans ces interventions pour sensibiliser au mieux les scolaires là-dessus.
Donc toujours dans les actions en amont, donc dans la réduction des déchets et dans la promotion du zéro pollution plastique, mais cette fois pour le grand public, que ce soit pour la direction déchets propreté ou l'écologie urbaine, on propose des soutiens logistiques aux citoyens qui souhaitent faire des opérations de ramassage des déchets. Un accompagnement éventuel sur le terrain peut aussi être proposé pour organiser au mieux ces opérations. Des ateliers zéro déchet aussi qui ont été proposés au démarrage du projet, mais qui du coup ont dû interrompre à cause des restrictions sanitaires. Ensuite, on a fait le choix de passer sur Internet et de proposer des vidéos qui peuvent initier les gens au zéro déchet et puis donner des astuces pour un coup de pouce dans la démarche. Ces vidéos, elles peuvent être trouvées sur le site brest.fr ou sur la chaîne YouTube de brest.fr. Et on essaie également d'être présent sur des événements qui se passent sur le territoire pour sensibiliser les visiteurs au zéro déchet à travers des outils comme ces valises zéro déchet que vous voyez sur la deuxième photo. Donc c'est un exemple, hein, c'est le goûter du coup. Ça permet en fait aux visiteurs de visualiser le potentiel de déchets qui peut être évité en faisant un tout petit changement. Donc on essaye de sensibiliser à travers ces valises zéro déchet. Et puis un projet de mise en place de Fontaine-à-eau qui est en cours d'élaboration pour permettre justement aux utilisateurs de la gourde d'accéder facilement à un point d'eau lorsqu'ils sont sur l'espace public. Donc ensuite, toujours en amont, mais lorsque le déchet est produit, donc depuis le début de la pandémie, on a commencé à faire face à une nouvelle forme de pollution plastique. Donc les masques chirurgicaux qu'on a constatés malheureusement par terre dans l'espace public et qui peuvent rejoindre la mer et provoquer une nouvelle forme de pollution. Donc on a essayé d'agir à travers des panneaux de sensibilisation qui ont été affichés à l'échelle de la métropole. Donc la même chose pour la vente à emporter qui s'est vachement développée pendant cette pandémie. Et donc à travers ces affichages-là, on espère toucher les habitants et les sensibiliser au risque de ces pollutions. Donc maintenant, on avale, donc lorsque le déchet est produit, pardon, et qui est mis dans un contenant, on essaye d'améliorer notre gestion des déchets sur le territoire. Et donc pour ça, on va expérimenter 3 dispositifs de collecte. Le premier, c'est donc pour préciser, pour expliquer un peu la carte. Donc les points orange que vous voyez sur la carte, c'est tous les bacs jaunes qui sont présents sur le territoire. Ensuite, on voit des conteneurs aussi aériens et enterrés qui sont plus présents sur la presqu'île de Plougastel. Et l'expérimentation va concerner la bande de 100 mètres qui est proche du trait de côte, donc la bande littorale de 100 mètres. Et donc les contenants qui sont concernés par cette expérimentation, c'est les bleus fluo, qui sont très très proches, donc à moins de 100 mètres du littoral. Donc en premier lieu, on va expérimenter des bacs avec des fermetures à serrure qui vont. Enfin, on est sur un territoire qui est très soumis à des vents forts et à des événements de tempête, et parfois on peut constater des renversements de bacs. Et donc le risque est plus important à ces endroits-là parce qu'ils peuvent très vite rejoindre la mer. Donc c'est un peu l'idée de sécuriser cette bande littorale avec ce dispositif qui sera testé. Ensuite, donc, les trappes qui seront réadaptées. Donc, depuis juillet 2020, on est passé aux extensions des consignes de tri. Donc on trie de plus en plus d'emballages, tous les emballages en fait. Et donc du coup, les trappes, c'est-à-dire là où on va jeter nos emballages, avant on les jetait un par un. Et du coup, ça démotivait un peu le geste du tri. Donc c'est pour ça que les trappes seront réadaptées pour que les gens puissent, enfin ceux qui sont du coup concernés par les conteneurs, donc les points d'apport volontaire, vont pouvoir jeter tout le sac directement dans le conteneur pour simplifier ce geste du tri. Et puis des sondes qui seront installées sur les conteneurs pour détecter en fait le taux de remplissage des conteneurs
et provoquer une alerte lorsque le taux est important pour déclencher une collecte et éviter les débordements. Donc sur cette même bande littorale, on constate tous les jours en fait une pollution par les mégots qui est très importante. Et c'est pour ça que sur le port de commerce, on a expérimenté on est en train d'expérimenter des cendriers sondages. Donc c'est les trois croix rouges, qui sont présents sur le port de commerce et qui ressemblent à la photo. Donc c'est pour inciter les fumeurs en fait à faire le geste de jeter le mégot en votant et pas le jeter par terre, à travers des questions qui peuvent parler au breton, donc beurre doux, beurre salé, crêpes ou galettes. Et donc ces déchets sont collectés et recyclés par l'entreprise Mégot. Depuis leur installation en janvier 2020, on en a recyclé 18 400. Donc on espère provoquer un changement de comportement à travers ce dispositif. Et donc enfin, la dernière expérimentation, c'est un dispositif de rétention des déchets qui est installé au niveau des exutoires des eaux pluviales. Donc ça permet de retenir, en fait, de piéger les macrodéchets qui peuvent échapper à travers les réseaux d'eau pluviale avant qu'ils rejoignent la mer. Donc on en a 4 qui sont présents sur le territoire de Brest Métropole. Donc le premier, il est à l'Ermitage où on a constaté après un premier contrôle une grande présence de feuilles et pas énormément de déchets. Et puis une forte saturation en hydrocarbures. Donc ça nous a permis d'identifier la source de cette pollution et de l'arrêter puisqu'on constate une diminution depuis qu'on l'a signalé. Et celui du port de commerce où, au contraire, là, on a constaté qu'il se remplit exclusivement de déchets, mais qui se remplit très lentement, puisqu'il a été installé en novembre 2020 et on sait très bien que c'est dû à la crise sanitaire et au fait que l'activité s'est complètement arrêtée au port de commerce. Donc le seul filet qu'on a pu identifier et caractériser pour le moment, c'est celui du Stangallard. Et je vais vous présenter donc rapidement les résultats de caractérisation. On a quand même 90% de feuilles et 10% de macrodéchets uniquement. Donc le procédé, c'est de séparer les déchets organiques et anthropiques et puis procéder à la caractérisation selon une fiche de caractérisation qui est commune au projet PPP et qui est utilisée par tous les partenaires pour permettre une comparaison entre les déchets qu'on peut trouver sur les différents bassins versants. Donc après caractérisation, on constate que la grande partie des déchets qu'on peut trouver, c'est des emballages alimentaires en plastique et des mégots. Donc pour l'instant, on n'a pas énormément de recul sur ce dispositif, mais au fur et à mesure de l'avancée du projet, on va pouvoir, et avec la reprise aussi des activités, on pourra avoir plus de recul et partager plus de résultats éventuellement. Donc tout ça, ça nous fait encore, ça nous réconforte dans le fait que la solution, c'est de réduire à la source, en fait, et de réduire sa consommation en déchets plastiques. Donc, merci. Merci, Oumaima. Alors, donc on a pu voir une multitude, finalement, d'actions qui peuvent permettre de réduire la pollution plastique à l'échelle d'une métropole. Alors, j'ai juste une petite question avant de passer à Stéphanie Izoard du bassin des Lornes. Justement, alors là, on a vu du coup pas mal d'idées différentes. Vous avez aussi parlé de changements dans les consignes de tri. Alors, je ne sais pas si tout le monde dans la salle vit à l'échelle de Brest Métropole ou des alentours, mais justement, qu'est-ce qui finalement a changé? Et si moi j'habite à Brest Métropole ou dans les alentours, où est-ce que je pourrais trouver les informations afin de savoir justement ce que je vais pouvoir mettre dans ma poubelle pour être sûr que mon déchet, par exemple, si je n'ai pas eu le choix, on a bien vu que l'idée c'était de le réduire, mais si on n'a pas pu réduire et qu'on a mis un déchet dans sa poubelle, pour être sûr qu'il va être recyclé.
Alors pour les questions du tri, justement l'objectif de l'extension des consignes de tri, c'est de permettre aux usagers de ne plus se poser de questions. Tous les emballages peuvent se mettre dans la poubelle jaune. Et donc tant que c'est un emballage, on doit le mettre dans la poubelle jaune et ça part au centre de tri pour éventuellement être recyclé. Aujourd'hui, depuis l'extension des consignes de tri, quasi tous les emballages sont recyclables, sont recyclés du coup. Depuis donc l'extension des consignes de tri, il y a des emballages qu'on ne pouvait pas recycler donc entre juillet et janvier. Et ça concerne des emballages plastiques multicouches type sandwich triangle, donc où il n'y avait pas de filière de recyclage. Et justement, le fait que les gens continuent de mettre ces emballages quand même dans la poubelle jaune, ça a permis en fait le développement d'une nouvelle filière, puisque les recycleurs ont besoin de prendre connaissance du potentiel du gisement qui peut exister pour justement simplifier et permettre de développer ces filières-là. Et justement, je crois que les déchets qu'on va mettre dans la poubelle jaune, justement, ils ne vont pas si loin que ça, finalement. Ils vont être traités assez proches. C'est où, justement, qu'ils sont traités, ces déchets, à l'échelle du Finistère Nord, par exemple? Alors, ils sont triés donc, au centre de tri à Triglaze. Et puis, ils partent, je suis désolée, j'ai pas le nom de la commune en tête. Ça s'appelle Triglaze, c'est le centre de tri. Et donc ensuite, ils sont retriés par type de déchets, donc pour ensuite être envoyés au recyclage. Et les repreneurs ont des contrats de reprise. C'est encadré dans le cadre des marchés publics, dans le cadre de contrats de reprise. Et effectivement, ça va pas loin. J'ai pas les adresses en tête, mais ça reste en France. Et je crois que le plus loin où ça va, c'est dans les frontières européennes, c'est en Belgique. D'accord. Merci beaucoup, Oumaïma. Alors à présent, on va passer à l'échelle du bassin versant. Donc avec Stéphanie Zohar, qui est chargée de mission Natura 2000 et coordinatrice du programme PPP au syndicat de bassin d'Elorn. Alors peut-être pour commencer, justement, qu'est-ce que c'est qu'un syndicat de bassin d'Elorn? Quelle est sa mission? Et justement, les actions qui sont mises en place pour limiter la pollution plastique et surtout mieux la connaître. Alors je vais vous expliquer tout ça. Bonjour à tous. Donc voilà, moi je travaille au syndicat de bassin de l'Elorn et l'objet du syndicat, c'est la ressource en eau, la gestion à la fois quantitative et qualitative de cette ressource en eau. Alors quantitative, ça passe par la gestion du barrage du Drennec et qualitative, ça va plutôt passer par des actions en faveur de la qualité de l'eau, de la préservation des rivières et des zones humides. On a également tout un volet sur la gestion des espaces naturels et la protection de la biodiversité. Et moi, je travaille plus particulièrement sur ce volet puisque je suis également animatrice du site Natura 2000 de la rivière de l'Elorn, puisque cette rivière de l'Elorn est protégée à l'échelle européenne pour la biodiversité qu'elle accueille. Alors, le territoire du syndicat de bassin de l'Elorn, donc c'est 42 communes, 730 km². Et en fait, c'est un territoire un petit peu particulier, c'est un territoire de bassin versant. Alors, pour faire assez simple, imaginez qu'il pleuve, ce qui arrive quand même assez régulièrement en Bretagne, eh bien, toute la pluie qui va tomber sur ce territoire va converger vers le même exutoire. D'où l'intérêt de mener des actions en faveur de la qualité de l'eau à l'échelle d'un bassin versant. Donc, sur ce bassin versant, on voit que la rivière principale, au milieu, c'est la rivière de l'Elorn, et c'est sur cette rivière qu'on a souhaité s'engager contre la pollution plastique dans le cadre du projet Interreg. Donc, la rivière de l'Elorn, elle prend sa source dans les Landes des Tourbières de Comana et donc elle va déboucher dans la rade de Brest au niveau du pont de l'Iroise. C'est une rivière qui fait 58 km de long et nous, dans notre projet, on a prévu un nettoyage intégral des berges de cette rivière, des sources à l'estuaire et de renouveler 3 années de suite ce nettoyage. Alors, ce n'est pas un nettoyage qui va se faire n'importe comment, ça va être un nettoyage qui va être méthodique et réalisé par un prestataire privé. Et donc, comme vous le voyez, on a décidé de tronçonner l'Elorn en différentes sections. En tout, on a 21 tronçons et chaque tronçon est lui-même divisé en 2, suivant qu'on se retrouve rive gauche ou rive droite. Et en fait, les déchets qui vont être collectés sur ces différents tronçons, ils vont ensuite être analysés en utilisant une grille de tri scientifique, qui est la grille de tri OSPAR, et qui va nous permettre,
en les triant, de mieux comprendre leurs sources de contamination. Donc voilà un peu pour, on va dire, le projet de départ. C'était un projet plutôt de suivi scientifique des déchets. Sauf que nous, notre objectif dans Preventing Plastic Pollution, ce n'est pas que de comprendre d'où vient la pollution plastique, mais c'est également d'impliquer les riverains de la rivière dans ce projet-là. Donc on a d'abord choisi d'impliquer les scolaires du territoire. L'Elorn est une rivière qui passe par 20 communes et on a choisi d'avoir une classe ambassadrice par commune traversée par l'Elorn. Cette classe ambassadrice, c'est une classe de cycle 3, donc CM1, CM2 ou 6e. Elle va être sensibilisée d'abord en classe, elle va venir faire un ramassage de déchets avec nous, et ensuite, suite à cette journée, elle va proposer des actions à l'échelle de sa classe, de son école ou de sa commune pour lutter contre la pollution plastique. Et ensuite, on souhaite mettre en réseau toutes ces classes ambassadrices sur l'Elorn pour justement faire émerger de nouvelles initiatives. Ensuite, on a également voulu impliquer la population locale. En fait, on s'est dit que pour impliquer cette population locale, il fallait rendre visible la pollution plastique. On pense encore aujourd'hui trop souvent que la pollution plastique, c'est plutôt un problème assez lointain, plutôt sur des rivières d'Asie pleines de plastique. Et nous, on voulait montrer que sur l'Elorn aussi, on a un vrai problème de pollution plastique. Pour ça, on a décidé, comme Brest Métropole, de mettre en place des filets de rétention en sortie d'eau pluviale. On a installé 6 filets sur les communes de Landerneau, Landivisiau et Sizun. Et l'objectif, c'est de rendre visible le flux de déchets qui transite directement du caniveau à la rivière. Et de faire passer un message. Et ce message, c'est les eaux pluviales arrivent directement dans la rivière. Elles ne sont pas traitées. Et quand on voit le nombre de mégots de cigarettes qui sont jetés dans les avaloirs d'eau pluviale, c'est vraiment un message qui a besoin d'être martelé. Quand on sait qu'un mégot de cigarette pollue 500 litres d'eau, on pense qu'avec un faible engagement, on pourrait vraiment améliorer la situation. Donc ce filet, il est vraiment sur 2 objectifs. La rétention à la base, mais ça ne sera pas la solution parce qu'on ne peut pas équiper toutes les sorties de bus d'eau pluviale de tout le territoire, mais surtout cet objectif pédagogique, de rendre visibles ces déchets pour dire non, ils ne partent pas directement dans l'Elorn, on les a retenus et on vous les montre et ensemble on réfléchit à qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter cette pollution par les réseaux d'eau pluviale. Une deuxième action pour rendre visible la pollution plastique, on a choisi, donc en collaboration avec une école d'art, de réaliser une sculpture en forme de saumon atlantique. C'est un peu l'espèce emblématique de l'Elorn. Et ce saumon atlantique, on a choisi de le remplir d'une infime partie des déchets collectés sur l'Elorn. On s'est dit, après tout, c'est compliqué de faire venir le grand public à des ramassages de déchets, alors pourquoi pas faire venir les déchets au grand public? Et finalement, l'idée, c'était de provoquer une prise de conscience. Vraiment un peu choquer le grand public, mettre ce saumon sur des lieux de promenade qui sont la plupart du temps assez propres parce que nettoyés par les services communaux et leur dire voilà la pollution plastique de l'Elorn dès qu'on sort un petit peu des sentiers battus. On voulait également, avec un panneau posé sur la sculpture, offrir une possibilité d'action. Voilà le problème, mais voilà une partie de la solution, rejoignez-nous. Alors rejoignez qui? Rejoignez la communauté d'acteurs engagés contre la pollution plastique. Rejoignez les Corrigans de l'Elorn pour une nature fantastique sans plastique. En fait, on a vraiment choisi de créer une communauté pour faciliter l'engagement des nouveaux ramasseurs. Il y avait déjà des forces vives qui étaient engagées contre la pollution plastique sur l'Elorn. On avait notamment des associations environnementales, des associations sportives, des écoles, des riverains. Mais il y avait également beaucoup de personnes, des particuliers, d'autres associations, des familles qui souhaitaient s'engager, mais qui ne savaient pas forcément trop comment faire. Et en créant cette communauté, on a vraiment voulu avoir une synergie d'acteurs, leur permettre de communiquer, de se coordonner, et que cette communauté prenne de l'ampleur pour que n'importe qui sur l'Elorn puisse facilement s'engager contre la pollution plastique. Donc cette communauté, les Corrigans de l'Elorn, elle a été lancée en avril dernier. Elle est pour l'instant présente sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Instagram, et elle a également un site internet collaboratif qui lui est dédié, là encore pour faciliter l'engagement et la coordination. Donc avec un compteur du nombre de déchets récoltés et surtout une cartographie interactive de la rivière de l'Elorn. Et vous voyez, il y a différents pictogrammes. En gris, c'est les ramassages qui ont déjà été effectués. En bleu, c'est les ramassages à venir. Et en allant sur ce site internet, on peut décider soit de participer à un des ramassages à venir, soit d'organiser un ramassage. Et si on souhaite l'organiser, là, on a une information qui est assez importante, c'est de connaître déjà la localisation des ramassages passés et à venir, et donc de localiser son ramassage de manière pertinente.
En organisant un ramassage, on a également accès au guide pratique Les Corrigans de l'Elorn pour aider pas à pas à organiser le ramassage de la meilleure façon possible. Et on peut également faire remonter ses besoins en termes de matériel. On fournit des gants, des sacs, des bâches, même un peson pour vraiment accompagner les associations dans leur ramassage. Et ensuite, on vient récupérer leurs déchets de ramassage pour les trier et les intégrer à notre étude. On peut également, sur ce site, partager ces résultats. Par exemple, voilà, vous êtes en famille, un dimanche après-midi, vous faites une petite collecte de déchets. Vous savez qu'il y a justement une étude scientifique sur les déchets qui est en train de se faire sur l'Elorn. Eh bien, avec le site, vous pouvez nous faire remonter vos données. C'est vous qui choisissez le niveau de détail. On ne va pas vous demander de faire le tri des déchets suivant la grille européenne, mais simplement nous donner un nombre de sacs ou un nombre de kilos. Nous, c'est très important comme donnée parce que ça nous permet d'éviter les biais dans notre étude. Parfois, on a des zones qui apparaissent comme faibles en faible quantité de déchets, alors qu'en fait, c'est juste parce qu'elles sont fréquemment ramassées et qu'on n'a pas forcément cette information. Enfin, la dernière possibilité avec ce site internet, c'est de signaler des zones de déchets. Et en signalant ces zones, ça va permettre de réorienter les autres ramassages. Donc, depuis janvier 2020, depuis le lancement du programme Preventing Plastic Pollution, plus de 250 bénévoles sont venus ramasser les déchets sur l'Elorn. 1100 kilos ont été extraits des berges de l'Elorn. Donc, que ce soit pour une après-midi ou juste une demi-heure, il n'y a pas de petit ramassage. Donc, surtout, voilà, n'hésitez pas, devenez acteur et rejoignez les Corrigans de l'Elorn. Et je vous laisse mes coordonnées si vous avez toute idée pour lutter contre la pollution plastique à l'échelle de la rivière de l'Elorn. Voilà, n'hésitez pas à me contacter, on est à votre disposition. Merci beaucoup Stéphanie. Alors peut-être qu'on a des futurs éco-rigans dans la salle aujourd'hui ou à nous suivre sur Internet. En tout cas, on les incite vivement à participer à cette action, une action concrète où on peut agir directement sur la pollution plastique. Surtout, j'imagine qu'à l'échelle d'une rivière, finalement, la pollution plastique que l'on va retrouver va provenir d'activités humaines assez proches, contrairement peut-être à la pollution plastique que l'on peut retrouver sur les plages, le long de la côte atlantique, qui là peuvent être transportées par le courant, etc. Est-ce que, justement, avec les différentes collectes que vous avez menées, est-ce qu'on a déjà une idée on va dire, du top 10 ou du top 5 des déchets que l'on retrouve le plus dans l'Elorn ? Alors oui, on a trié nos déchets de 2020, nos 1100 kilos, et on a le top 5 des déchets de l'Elorn. Alors le number one de ce top 5, en fait, ça ne va pas nous apporter beaucoup d'informations parce que c'est débris de plastique non identifiés. Alors en soi, on se dit, on ne va pas aller loin avec ça. Et finalement, si ça reste une information importante, parce que ça veut dire que le plastique sur l'Elorn se fragmente. Et là, pour l'instant, c'est des débris de plastique, mais bientôt, ce sera des microplastiques qu'on ne pourra même plus ramasser. Donc l'information est importante et assez inquiétante. En numéro 2, qui peut aussi nous donner une information sur d'où viennent les débris de plastique, ce sont les emballages de confiserie et de chips. Typiquement, on est sur des emballages de pique-nique, des pommes-potes, de la sucrerie, enfin vraiment, c'est assez inquiétant aussi, mais d'un côté, on se dit on peut agir facilement. En faisant de la sensibilisation auprès des promeneurs, auprès des usagers, on peut réussir à faire descendre ce top 2. En troisième place, on a des cordages et morceaux de filet, donc là, spécifiquement sur l'estuaire. Ensuite, on a tout ce qui va être couvercle et bouchons en plastique. Et en cinquième position, les bouteilles plastiques. Bon, ça donne en effet des indications, comme vous avez pu le dire, sur les activités. On peut peut-être donner quelques solutions pour peut-être justement pour le pique-nique. Comment est-ce qu'on fait pour imaginer un pique-nique avec moins de déchets ? Et bien justement, on a posé la question aux scolaires parce qu'on les a mis face aux résultats. On leur dit qu'est-ce que vous feriez vous ? Et là, de suite, on n'a qu'à faire un pique-nique zéro déchet. Et ça se fait déjà dans les centres de loisirs, dans les écoles. Ils disent c'est simple, on prend une gourde, maman elle me fait un bon sandwich qui est meilleur que celui qu'elle achète au supermarché. Enfin, c'est vraiment marrant la spontanéité des écoliers. Ils se disent on pourrait faire jusqu'à la fin de l'année des pique-niques zéro déchet. Et j'ai comme ça des classes qui se sont engagées. Nous, notre action, ce sera de faire du pique-nique zéro déchet. Alors, vous savez quoi faire pour votre prochain pique-nique. Essayez d'en faire un sans déchets. Donc, merci beaucoup Stéphanie Izoard. Alors, donc là, on était à l'échelle d'un bassin versant. On s'est concentré sur une rivière. Maintenant, nous allons rester à cette échelle du bassin versant. Alors, pour ne pas faire de jaloux, on a beaucoup parlé du Nord Finistère. On va descendre un peu plus au sud, dans le Sud Finistère, parler du bassin versant aussi
de la baie de Douarnenez, où donc l'EPAB mène des actions. Et justement, on a parlé durant la présentation précédente d'un type de déchets plastiques que l'on retrouve beaucoup, que l'on connaît peut-être un peu moins. Ce sont ces fameux microplastiques dont vous nous avez parlé. Et justement, je crois que l'EPAB a mis en place des actions sur cette thématique. Tout à fait. Bonsoir à tous. Donc, je suis Rosane Lermite et je travaille donc en tant que coordinatrice, coordinatrice du programme Interreg Preventing Plastic Pollution à l'EPAB, qui est donc l'établissement public de gestion et d'aménagement de la baie de Douarnenez. Alors en fait, l'EPAB, c'est un peu comme le syndicat de l'Elorn, c'est un syndicat mixte de bassins versants. Et donc, on œuvre à la préservation de la qualité de l'eau donc à l'échelle du grand bassin versant de la baie de Douarnenez. On a pour mission donc, le portage et l'animation de programmes d'études et de projets donc, qui sont en lien avec la lutte contre les pollutions diffuses et ponctuelles. Donc, le bassin versant de la baie de Douarnenez, ça va de Camaret-sur-Mer en presqu'île de Crozon jusqu'à Cléden-Cap-Sizun dans le Cap-Sizun. On a donc de nombreuses communes du littoral et en fait ça correspond à une cohérence hydrographique comme le mentionnait Stéphanie précédemment. Et donc en fait c'est tous les cours d'eau de la baie de Douarnenez qui se jettent en baie de Douarnenez. Donc on a commencé des actions sur la pollution plastique en 2018 et on a intégré donc le projet Preventing Plastic Pollution en 2020. Alors il faut savoir que l'EPAB, on travaille sur de nombreuses thématiques différentes. On travaille sur le bocage, on travaille sur le milieu agricole, sur les zones humides. Et en fait, la thématique de la pollution plastique est vraiment nouvelle. Et donc on a intégré le projet PPP pour vraiment développer nos actions à ce sujet et développer aussi la connaissance à ce sujet en baie de Douarnenez. Donc en fait, on travaille à l'EPAB sur l'ensemble des modules techniques du projet PPP. Donc ça va de la connaissance sur les microplastiques par la réalisation de prélèvements microplastiques dans les cours d'eau de la baie. On passe également par le test de différents dispositifs sur la réduction de la pollution plastique à l'échelle du territoire et enfin sur la sensibilisation et l'accompagnement des acteurs du territoire. Donc moi là ce soir je vais particulièrement vous parler de deux thématiques qui sont la pollution par les textiles synthétiques et le secteur touristique qui a également des problématiques et comme tout secteur qui produit également du déchet. Donc par rapport à l'action sur la pollution textile, donc là, je vous ai fait une diapositive qui regroupe quelques chiffres autour de cette pollution. En fait, ce qui est important de retenir, c'est que de nos jours, on porte tous des vêtements synthétiques et en fait, donc, on porte tous sur nous du plastique, finalement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grosse partie de la production de plastique est dédiée à la production de textiles, c'est 14%. Et en fait, en Europe, on se débarrasse encore d'une grosse partie de nos vêtements aux ordures ménagères. Donc, ça fait quand même une grosse quantité de déchets au final. Pour comprendre la pollution par les textiles, moi, ce que je vise, c'est vraiment la pollution microplastique, c'est-à-dire qu'il y a toujours des fibres synthétiques lors de lavage qui se détachent de nos habits et en fait qui se propagent dans les eaux de lavage et qui sont difficilement retenues dans les stations d'épuration et donc au final qui partent dans les eaux des rivières et qui rejoignent la mer. Donc, ce qu'on fait à l'EPAB concernant cette pollution, donc on va faire un travail sur les washing bags. Alors les washing bags, c'est en fait un sac qui est dans lequel on peut mettre les vêtements synthétiques. On met ce sac donc dans notre machine à laver. Et en fait, c'est pour éviter que les fibres synthétiques partent dans les eaux de lavage, justement. Et donc, ces fibres vont être captées vont rester dans le washing bag. Et l'idée, c'est de récupérer à la fin de notre machine les fibres au fond du sac et de les mettre à la poubelle plutôt qu'elles partent dans les eaux.
Alors, nous, notre idée, c'est de savoir est-ce que ces washing bags sont utilisés sur le long terme. Est-ce que vraiment les gens continuent de l'utiliser sur du long terme ou est-ce que c'est un peu compliqué à utiliser? Donc, avec le Covid, ça a été un peu compliqué parce qu'on était censé distribuer ces washing bags lors de nos événements qui ont été un peu réduits. Mais du coup, on a commencé l'enquête et les premiers retours sont un petit peu compliqués parce que les vêtements ne sont pas toujours lavés de la même façon dont on a l'habitude. Mais on va continuer l'enquête. L'idée, c'est vraiment de voir ça sur à plus large échelle et de se rendre compte est-ce que vraiment ça peut être une solution. Une deuxième de nos actions, ça concerne donc la création d'un prototype de filtre à machine à laver. Il faut savoir qu'il y a une réglementation qui a été votée au niveau de l'État pour forcer donc les fabricants de machines à laver à intégrer un filtre pour les fibres textiles dans leurs nouvelles machines à laver à partir de 2025. Donc le temps que tout le monde s'équipe d'une nouvelle machine à laver avec un filtre intégré, à l'EPAB, on travaille sur la création d'un prototype qui serait facilement réplicable à l'échelle des ménages, à faible coût, et qui aiderait donc les ménages à réduire cette pollution à leur échelle. Donc c'est en cours actuellement. On travaille avec un designer industriel pour réaliser ce prototype. Enfin, donc on travaille sur la sensibilisation, la communication. Donc, on a de nombreuses actions d'animation et de sensibilisation à l'échelle de la baie de Douarnenez. Et l'idée, c'est d'intégrer cette thématique de la pollution textile qui n'est pas forcément très connue. Et donc de l'intégrer dans nos divers outils et supports de communication. Donc là, c'est comment agir en fait à notre échelle et à une plus grosse échelle. Donc, on peut tout d'abord consommer durable. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, le secteur du textile nous pousse à la fast fashion, c'est-à-dire à consommer toujours plus. Et donc là, consommer durable, c'est aller plutôt vers de la slow fashion. Et donc, c'est consommer moins, de meilleure qualité, et de garder ces vêtements beaucoup plus longtemps et également de faire de l'économie circulaire et donc soit de les revendre, soit de les donner pour qu'ils soient éventuellement réutilisés. On peut aussi réparer ces vêtements, etc. Donc c'est ce qu'on entend par consommer durable. On peut également donc sensibiliser et informer sur cette pollution. Quand on comprend les problématiques de cette pollution, en parler autour de nous, c'est toujours important et ça permet de sensibiliser les communautés. Et enfin, à une échelle plus importante, c'est aussi avoir des idées. Je pense notamment donc à Filefab. Et c'est important en fait d'innover et de transformer parce que ça permet de transformer l'industrie. Et donc c'est aussi c'est à une plus grande échelle, mais c'est aussi très important. Donc là, je vais aborder les actions sur le secteur touristique. Alors, il faut savoir que la baie de Douarnenez, c'est une zone touristique forte. On peut prendre l'exemple donc de la presqu'île de Crozon qui voit l'été parfois sa population tripler sur certaines zones, et notamment lorsqu'il y a des festivals culturels comme le très connu festival du bout du monde. Donc forcément, cette population qui grandit, ça amène beaucoup plus de déchets lors de périodes assez courtes. Donc ça peut être une problématique pour le territoire. Il y a également donc, le fait que les vacanciers ne sont pas toujours informés des consignes locales et notamment des consignes de tri. Ils ne connaissent pas forcément les consignes locales. Je pense notamment à l'extension des consignes de tri qui sont assez nouvelles et pas toutes les régions ne l'ont. Donc du coup, c'est vrai que ça peut être perturbant pour les vacanciers. Et il y a également le relâchement des comportements. Quand on est en vacances, on fait parfois un peu moins attention au tri ou à la gestion de nos déchets. Et en fait, c'est tout aussi important. Donc, on a décidé à l'EPAB de travailler également donc, sur ce secteur. Donc, on a plusieurs actions qui vont être réalisées, notamment à partir de cet été, parce que juste l'été dernier, ça a été un peu compliqué.
Donc on a réalisé un kit de communication qui est adaptable et adapté au contexte local, donc qui sera basé sur le tri et sur la pollution plastique. Il est à destination principalement des campings, et donc les campings sont vraiment demandeurs de ce genre de kit de communication pour vraiment les aider à parler de cette thématique et à vraiment à avoir des choses qui sont adaptées à leur contexte. On a également donc, un partenariat avec EcoCamping pour mettre à disposition des cendriers de poche qu'ils distribueraient donc, aux différents aux utilisateurs du camping, aux vacanciers. Et donc l'idée, c'est qu'on ait des retours à la suite de l'été pour savoir si la pollution sur le camping et aux alentours par rapport aux mégots a diminué. On a également donc, préparé des animations ludiques et pédagogiques qui sont proposées au camping de la Baie et au centre de loisirs. Donc ces animations sont tournées autour de diverses thématiques autour de la pollution plastique. Et enfin, on a un stand itinérant qui s'appelle le No Plastic Tour et qui va parcourir la baie de Douarnenez pour sensibiliser le grand public et notamment les vacanciers. Et donc on va faire une dizaine de dates pendant l'été, de Camaret jusqu'à Beuzec. Sur cette diapositive, donc, on peut voir différentes thématiques qui sont abordées lors de nos animations et lors du stand. Donc on touche vraiment à toutes les thématiques autour de la pollution plastique. Et l'idée de notre stand et de ces animations, c'est vraiment d'être ludique et d'être fait par rapport à de faire des petits jeux pour vraiment sensibiliser et surtout pas... ne surtout pas culpabiliser en fait les gens. C'est vraiment de faire prendre conscience et de montrer qu'il y a des solutions qui existent. Donc on peut voir par exemple en haut à droite, c'est un jeu de memory qui en fait permet de savoir quels sont un peu zéro déchet, quelles sont les initiatives zéro déchet qui existent pour éviter en fait certains déchets plastiques. Donc en fait il faut retrouver le déchet plastique avec sa solution zéro déchet. Donc voilà, c'est des petits jeux ludiques qui sont mis en place et qui seront sur notre stand cet été. Cette dernière diapositive, c'est donc pour expliquer que l'EPAB, on travaille à l'échelle d'un territoire du grand bassin versant de la baie de Douarnenez qui rassemble de nombreux acteurs. Donc nous, l'idée à travers notre essence même, c'est vraiment de travailler avec tous les secteurs et avec tous les acteurs du territoire. Parce que la pollution plastique, ça concerne chaque individu au quotidien, ça nous concerne tous. Et c'est pourquoi ça nous a paru vraiment logique d'impliquer tout le monde. Et on s'est dit qu'ensemble, on irait beaucoup, beaucoup plus loin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rosen, pour ces informations. Justement, on a beaucoup parlé là, de ces fameux microplastiques, ces particules. On a parlé de collecte de déchets. Est-ce que vous réalisez des collectes de microplastiques à l'échelle, par exemple, des rivières présentes sur le bassin versant ? Alors oui, alors je ne sais pas si vous avez vu l'actualité cet hiver. Du côté de la baie de Douarnenez, on a eu une arrivée en masse de microplastiques sur la plage, notamment de Kervel. Et ça a été une grosse problématique parce que forcément, les citoyens, ça les a beaucoup interpellés. Notamment, donc, on a pu retrouver des microbilles, donc ça s'appelle les GPI, ou plus poétiquement des larmes de sirène. Et en fait, on a essayé de trouver des initiatives pour des nouvelles solutions pour ramasser ces microplastiques sur les plages. Donc il y a le CEDRE qui nous a aidés sur ce sujet, et l'association Histopia également à Douarnenez. Et en fait, on a trouvé des solutions via des tamis et des seaux d'eau pour récupérer les plastiques en fait en surface de ces seaux. Donc, on mettait le sable dans les seaux d'eau et les plastiques avaient tendance à remonter à la surface. Donc, on pouvait les récupérer plus facilement. Ça reste une pratique extrêmement compliquée. On ne peut pas vraiment répliquer ça à des échelles grandes, à des grandes échelles. Donc, en fait, la problématique, c'est vraiment que faire de ces microplastiques. Enfin, c'est vraiment comment faire pour se débarrasser de ces microplastiques. Et en fait, la réponse, c'est vraiment s'en occuper à la source. Et parce que quand ça devient à cette échelle, cette échelle microplastique, ça devient très compliqué à s'en débarrasser. D'où le fait, comme on l'a dit depuis le début, que le premier R, justement, c'est de réduire. Donc, merci beaucoup. Alors maintenant, on va passer un petit temps d'échange entre les intervenants, aussi avec vous. Si vous avez des questions, commencez à y réfléchir. N'hésitez pas
à les poser sur les différentes actions qui peuvent être menées aux différentes échelles. Moi, j'ai une question alors qui peut concerner un peu l'ensemble des participants. Finalement, on est de plus en plus sensibilisé. On entend en tout cas, j'ai l'impression, de plus en plus parler de cette problématique. Mais néanmoins, il y a des déchets qui arrivent dont on n'imaginait même pas véritablement l'existence il y a de cela quelques mois ou quelques années. Et justement, par exemple, on en a tous aujourd'hui avec nous. Bien évidemment, parler du masque à usage unique. Finalement, on en trouvait très peu dans l'environnement. Alors déjà, première question, c'est est-ce que vous en trouvez au cours de vos collectes de déchets? Et autre question, c'est donc on a l'arrivée finalement d'un nouveau déchet. On a pu en parler justement au tout début avec Phil et Fab. Est-ce qu'il y a déjà finalement des démarches, des choses qui sont mises en place pour réduire ces déchets? Alors là, c'est compliqué parce qu'on doit en porter, mais surtout, comment est-ce que l'on va faire pour revaloriser ces masques qui sont pour la plupart faits en plastique? Alors peut-être, je ne sais pas, déjà au niveau du bassin des Lornes, par exemple, ou de l'épave, est-ce que vous observez cette pollution finalement dans les collectes que vous avez pu réaliser? Alors pour l'épave, oui, on observe effectivement sur les plages, notamment effectivement des déchets sur tous les masques, du coup, de temps en temps des gants chirurgicaux, mais c'est principalement des masques. Après, ça reste des déchets qui sont ponctuels, donc c'est 1 ou 2 lors du ramassage. Donc par rapport des fois au nombre de bouchons qu'on retrouve, c'est vrai que ça peut paraître petit, mais ça reste quand même un nouveau déchet effectivement je pense qu'on ne retrouvait pas avant, quoi. C'est un petit peu pareil sur le bassin de l'Elorn. Nous, la rivière n'est pas trop utilisée telle une plage, plutôt en sentier de randonnée. C'est vrai qu'on ne trouve pas beaucoup de masques, on en trouve, mais c'est loin d'être le déchet le plus retrouvé. Et voilà, j'aurais tendance à dire qu'on les retrouve peut-être plus en ville, ces masques-là. Alors effectivement, c'est un déchet qu'on retrouve souvent et qui est constaté au quotidien par nos agents de la propreté urbaine. Et donc d'où l'intérêt en fait pour Brest Métropole d'agir tout de suite sur une campagne de communication justement pour sensibiliser les gens sur ce phénomène-là et de les inciter à jeter les masques vraiment à la poubelle. Donc c'est vrai que c'est une nouvelle forme de pollution à laquelle on ne s'attendait pas et qui a apparu en masse et qu'on commence déjà à retrouver au fond des océans. Donc c'est très très important de sensibiliser là-dessus. Et là, j'en viens à Phil et Fab. Est-ce que vous avez entendu parler d'initiatives justement peut-être pour finalement faire des objets durables, plus ou moins durables, avec ces fameux masques? Alors, avec les masques directement, j'ai pas connaissance. Le textile, j'en connais plusieurs. Soit ce qui a été dit juste avant sur la mode durable, on s'éloigne du sujet, mais ça existe pas mal. Par rapport aux masques et au textile, il y a Fabric, peut-être ça vous dit quelque chose. C'est un projet d'une jeune boîte qui est basée à Paris de mémoire. Et ils font des briques thermocompressées, c'est de la fibre broyée en fait qui est réassemblée pour faire des briques de construction, pour du mobilier, pour des parois dans des bureaux, ce type de choses-là. Ça sera vérifié s'ils utilisent des masques ou pas, c'est fort possible. Mais en tout cas, il y a des pistes là-dessus. Il y a juste un travail de démontage du masque, étant donné qu'il y a cette petite partie métallique dedans qui peut poser problème, j'imagine, pour la partie recyclage. Et est-ce que vous sentez, de par vos différentes actions, le contact que vous avez avec différents types de publics, une prise de conscience plus importante que les années précédentes? Est-ce que vous sentez justement que finalement, on est tous maintenant ou pas prêts à mettre en place des actions et peut-être à changer nos modes de consommation et nos modes de vie dans les années à venir, ou est-ce qu'il y a encore une certaine réticence à ce sujet? Par exemple, bassin des Lornes. Alors moi, je vois vraiment la prise de conscience quand on emmène les gens en ramassage. Alors notamment quand ce sont des ramassages, pas d'associations environnementales, mais plutôt par exemple de clubs de sport, où voilà, les gens viennent au ramassage parce que c'est leur club qui l'a organisé, qui se dit bon, on va y aller. Et là, ils sont effarés, parce que je les emmène toujours sur des hotspots pour vraiment un peu les choquer. Et ils sont effarés de voir les déchets qu'on peut récolter sur les Lornes. C'est des sacs et des sacs.
On a des tronçons, notre tronçon, il fait 1,5 km, on peut ramasser 300 kilos sur 1,5 km. Et là, ils se rendent compte, ils voient des petits papiers de chocobon, ils disent « Ah, bah, moi aussi, j'en mange, mais moi, je le jette pas, hein. » Mais mine de rien, ils se disent « Mince, il faudrait vraiment faire quelque chose. » Et j'ai des jeunes, notamment, qui m'ont dit « Vous pourrez m'envoyer les photos que je montre à ma mère, elle me croira jamais. » Et je me dis, c'est certainement en passant par ces jeunes qu'on va pouvoir vraiment enclencher un changement de comportement. Rosen? Oui, moi je voulais rajouter, j'ai l'impression, en tout cas, que ces dernières années, il y a eu aussi une prise de conscience par rapport à la pollution plastique. Il y a de nombreuses études qui sont sorties. Il y a beaucoup d'initiatives, je pense aux expéditions par rapport à la pollution plastique qui se sont mises en place. Et donc il y a eu quand même beaucoup de choses. Et donc je pense que ça a servi la prise de conscience et que du coup les gens sont aussi prêts à faire des efforts à ce sujet. Et moi, la prise de conscience à travers PPP, ça s'observe sur les microplastiques dans les cours d'eau. Parce que les gens sont extrêmement surpris d'apprendre qu'il y a des microplastiques dans nos cours d'eau, parce qu'ils pensent que ça vient plutôt, enfin qu'il y en a en mer, c'est connu, sur les plages, c'est connu qu'on récupère du plastique et qu'on en ramasse. Mais alors le microplastique dans les cours d'eau, je crois que les gens sont extrêmement surpris. Et il y a de nombreux, quand on fait nos prélèvements, nous en baie de Douarnenez, je sais que les patients nous demandent régulièrement ce qu'on fait, et quand je leur dis qu'on fait des prélèvements sur les microplastiques, ils nous disent mais vous en retrouvez? Et, bah oui, oui, et ils sont très surpris à chaque fois. Et à l'échelle, par exemple, d'une métropole, justement, on a parlé des modifications au niveau de la consigne de tri. Est-ce qu'on sent vraiment un changement d'habitude, par exemple, même dans le fait de trier? Alors oui, le changement, il se ressent même effectivement en termes de réduction des déchets. Les gens sont de plus en plus sensibles à la réduction de plastique, mais aussi à la réduction des déchets en termes général. C'est constaté à différentes échelles, que ce soit pour les usagers particuliers ou professionnels. Donc parfois, il y a des gens qui sont très très intéressés par la démarche, mais qui ont juste besoin de ce petit coup de pouce pour franchir le pas et commencer vraiment à réduire les déchets. Le plus important, c'est de se dire que peu importe le déchet qu'on a réduit, peu importe l'effort qu'on a fait, bah, ça permet de réduire notre impact et de réduire, exemple concret, passer des bouteilles en plastique à la gourde, ça permet d'éviter jusqu'à 3 kilos de plastique par an et par personne. Donc peu importe l'effort, c'est hyper important. Et justement, en parlant d'eau, j'ai une question d'Internet, donc de Cassandra. Alors là, je pense qu'on est tout à fait dans ce lien justement avec la consommation de bouteilles d'eau et trouver des solutions pour limiter cette utilisation de plastique à usage unique. Est-ce que vous avez des partenariats avec les sociétés distributeurs d'eau pour monter des parcours pédagogiques ou d'autres types d'actions pour réduire justement ce déchet? C'est la bouteille d'eau. Alors, je ne sais pas si au niveau de Brest Métropole ou du syndicat de bassin des Lornes, il y a des partenariats qui sont menés à ce niveau-là. Alors pour Brest Métropole, un partenariat, j'en ai pas connaissance, mais il y a effectivement des guides pédagogiques qui permettent de se renseigner sur la réduction des déchets, enfin, du coup en l'occurrence à destination des scolaires, pour tout type de déchets, que ce soit les déchets sélectifs, ménagers ou même les biodéchets. Donc partenariat, pas à ce stade. Pareil pour les autres partenaires. Est-ce que dans la salle, est-ce qu'il y a une ou plusieurs questions pour nos intervenants du jour? Je vois qu'il y a une question là-bas, alors je vais juste poser mes affaires. Je vais mettre mon petit masque et j'arrive tout de suite. Bonjour.
Pas de souci. Alors peut-être du coup pour la première question, c'était plutôt pour Yann, et puis après on verra pour la question sur les filets de rétention. Merci pour votre question du coup. Et oui, évidemment, ça ne nous serait pas venu à l'idée de recycler des filets pour pas que ce soit recyclable par la suite. Il suffit de le démonter en fait. Si je reprends l'exemple des lunettes, on enlève les parties qui ne sont pas en filet de pêche recyclé, on les met de côté pour les recycler à part, et on récupère les branches, on les repasse dans une machine pour les recycler, et on refait du granulé. La seule chose qu'il y a à prendre en compte et qu'il faut un peu se sortir de la tête malgré tout, je pense, par rapport au recyclage du plastique, on nous dit souvent oui, c'est recyclable à l'infini. Non, c'est pas vrai. Un plastique, à chaque étape de recyclage, se dégrade un peu. Et, techniquement, en termes de performance, il est moins bon, il va être moins résistant à la traction, à la flexion, ce genre de choses-là. Donc, malgré tout, il faut quand même réduire nos consommations de plastique, même si on les recycle. Le recyclage, c'est pas une fin en soi, c'est une jambe de bois pour. Enfin, voilà, c'est un palliatif pour essayer d'endiguer un problème. Mais oui, évidemment, les granulés qu'on produit sont recyclables par la suite pour pouvoir faire d'autres objets encore. Mais à chaque fois, on est sur une sorte de downcycling, donc down, descendre, de sous-cyclage, exactement. C'est qu'on va partir d'un produit très performant, on va le faire un peu moins performant ou avec des exigences techniques moins élevées. Petit à petit, on va descendre comme ça pour arriver sur des solutions comme faire du goudron pour des routes à partir d'un plastique recyclé ou de la pyrolyse pour refaire du gasoil avec. Donc on a quand même ce phénomène-là de baisse de qualité malgré tout. Et juste pour rester sur cette thématique-là, j'imagine que l'idée, bien évidemment, c'est à partir de ces granulés de plastique, c'est de faire du plastique un objet en plastique qui va durer dans le temps et pas faire du plastique à usage unique. Bien sûr, c'est aussi pour ça que justement je montrais la montre tout à l'heure ou les lunettes qui sont des objets qui ont une durée de vie qui est quand même plutôt élevée. On ne va pas changer tous les 2 ans de montre, ce genre de choses-là. Nous, on est complètement dans cette idée-là, c'est de se dire que on ne peut pas se dire qu'un filet qui a une durée de vie de 8 mois, on va refaire un granulé pour faire un objet qui va redurer 8 mois. Ça n'aurait pas de sens à nos yeux. Donc évidemment, quand nous, on travaille avec des industriels, des designers, des ingénieurs, peu importe, qui veulent utiliser Nilo, donc les granulés en filet de pêche recyclé, on met en avant cet enjeu-là de dire ok, mais il faut que l'objet il ait une durée de vie importante, qu'on justifie le recyclage et qu'on justifie vraiment pour minimiser son impact, en fait, faire en sorte de prolonger au maximum la vie des objets. Merci. Et donc maintenant sur les filets de rétention, alors pourquoi est-ce qu'on n'en mettrait pas justement à tous les exutoires? Alors d'abord pour les questions de coût, parce qu'il faut savoir qu'un filet, ça coûte entre 3 et 4 000 euros. C'est une durée de vie d'environ 5 ans. Ensuite, il faut aussi prévoir le camion grue pour pouvoir le sortir, le vider. Et puis aussi, pour responsabiliser la population, on ne veut pas faire passer le message, allez-y, jetez maintenant dans les caniveaux, c'est bon, il y a des filets partout. Alors ça peut être quand même une solution, notamment dans les grandes métropoles où on sait qu'il y a beaucoup de déchets qui transitent par tel ou tel bus d'eau pluviale. Mais malgré tout, on veut que ça reste quand même pédagogique et que ce ne soit pas la solution à un comportement qu'on ne veut surtout pas encourager. L'idée, c'est d'avoir dans 10 ans plus de filets de rétention parce que finalement, plus de déchets et qu'on aura réussi à agir à la source de ces déchets, j'imagine. On espère, du moins. Alors j'ai une nouvelle question de Cassandra. Est-ce que la métropole installe des bacs à marée sur le littoral? C'est vrai que là on a beaucoup parlé finalement de déchets, mis à part les filets de pêche, mais les déchets qui viennent de la terre, mais donc sur la bac à marée. Alors déjà peut-être rappeler ce que ce sont les bacs à marée. Ce sont ces bacs que vous avez sur le bord des plages et qui permettent aux promeneurs d'y mettre les déchets. Alors, pas ces déchets, les déchets de son pique-nique, par exemple, mais l'idée, c'est de mettre dedans les déchets qui vont être récoltés sur la plage. Alors, est-ce qu'à l'échelle de Brest Métropole, c'est une action qui est menée? Alors, pour les bacs à marée, c'est une action PPP, mais qui est portée par notre partenaire, le parc marin d'Iroise, et qui effectivement met en place des bacs à marée sur les différentes plages en Bretagne. Mais non, ce n'est pas une action qui est portée par la métropole.
Par contre, concernant le syndicat de Bassin-les-Lornes, on compte installer des bacs à rive pour coup à proximité des berges de la rivière. On a aussi des ramassages de déchets qui se font de manière un petit peu, on va dire, ponctuelle. Et personnes ont l'habitude en fait de lécher les déchets sur place. Par exemple, ils vont trouver une poche à huîtres, ils vont la remplir de déchets. Alors c'est une action qui est louable, mais parfois il y a les grandes marées, les déchets peuvent repartir. Donc on réfléchit là justement en ce moment à la mise en place de 4 à 5 bacs à marée en lien avec les communes pour que quand le projet Preventing Plastic Pollution soit fini, les communes puissent gérer ensuite cet équipement de bacs à marée qu'il faudra vider, quoi. Je crois que j'ai eu une question. Bonjour, merci pour vos interventions. J'ai une question pour Brest Métropole. Est-ce que la ville a prévu d'adapter son propre mobilier urbain, c'est-à-dire ces poubelles qu'on trouve aux arrêts de bus le long du tram par exemple, et d'adapter également leur ramassage à quelque chose de plus fermé et permettant ainsi moins d'échapper lors du ramassage des déchets? Alors, dans le cadre du projet PPP, c'est vrai que notre focus, c'est vraiment de s'intéresser aux déchets donc, produits en amont, c'est-à-dire, en fait, c'est une action. Les corbeilles de rue sont gérées par le service propreté. Et je ne peux malheureusement pas vous apporter de réponse sur ce sujet-là. Puisque ma mission, elle est totalement dissociée du service de la propreté, mais je vais remettre les coordonnées de la direction et si vous envoyez un mail, vous aurez une réponse à la question par la personne concernée par les corbeilles de rue. Question. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Déjà, merci beaucoup pour vos interventions. Je suis Marie Le Texier. J'ai fondé Consultancies, qui est une agence dédiée aux stratégies de réduction de la pollution plastique. Et on travaille en particulier avec le secteur privé. Et donc, ma question est surtout pour les 3 intervenantes du projet PPP. Donc, j'ai entendu qu'il y avait plusieurs actions dédiées à la fois au secteur du tourisme, le textile. On a aussi entendu que dans certains des déchets retrouvés, on trouvait des déchets agroalimentaires. Et donc, je me demandais si au niveau du projet PPP dans son ensemble, il y avait des actions dédiées vis-à-vis des entreprises ou si chaque partenaire finalement choisissait ses secteurs lui-même en fonction de son contexte local. Je me demandais comment cette question-là était gérée au niveau du projet, plutôt dans son ensemble. Alors, si je peux répondre, c'est vrai que dans le cadre du partenariat, donc on est 18 partenaires français et anglais, et le plan d'action a été en fait élaboré par chacun des partenaires selon justement son domaine d'intervention. C'est pour ça, par exemple, qu'à Brest Métropole, on agit à 2 directions parce qu'il y en a une qui est plus spécialisée dans les déchets, l'autre dans la gestion des eaux pluviales. Et c'est un peu le cas de tous les partenaires. Chacun agit selon son domaine d'expertise, on va dire, à son échelle pour pouvoir créer un impact donc, sur le groupe cible avec lequel il intervient au quotidien. Alors, on a une question ici. La fameuse 3e question de tout à l'heure. Oui, on a parlé, vous avez parlé des déchets qui venaient des vêtements en pétrole. Ce qu'on pouvait faire, mais je n'entends pas parler d'une sensibilisation pour éviter de porter des vêtements issus du pétrole, en fait. Alors, est-ce que, par exemple, au niveau, à l'échelle de l'EPAB, c'est une action qui est menée peut-être de sensibiliser aussi, en effet, sur notre mode de consommation de vêtements? Oui, complètement. Ça fait partie en fait des thématiques qu'on aborde lors de nos actions de sensibilisation, lors de nos stands et de nos animations. Effectivement, on conseille fortement de porter des matières qui ne sont pas synthétiques
et qui sont donc naturelles, issues de fibres naturelles. La difficulté par rapport à ce sujet-là, c'est que parfois ces fibres naturelles peuvent entraîner d'autres pollutions. Après, c'est vrai que nous, sur le projet PPP, on cible vraiment sur la pollution plastique. Donc, c'est quelque chose que moi, je vais pouvoir conseiller lors de nos actions de sensibilisation. Mais du coup, c'est vrai que ça peut potentiellement aussi faire émerger des questionnements sur d'autres pollutions. Merci. Est-ce que nous avons une dernière question? Alors là, il y a 2 questions. Alors, bonsoir, merci pour votre intervention. Ma question concernait les décharges sauvages qu'on peut parfois observer en se baladant. Il y a des décharges qui peuvent être soit enfouies ou soit à l'air libre et donc déposées soit par des particuliers ou des professionnels. Ma question c'était, lorsqu'on en observe une, comment et est-ce qu'il y a des outils pour les déclarer, à qui les déclarer et est-ce qu'il y a des moyens justement pour les ramasser en fait, pour nettoyer la zone. Alors, nous, ça a été le cas, par exemple, récemment en baie de Douarnenez. Ce qui peut être fait, c'est de prévenir la commune, en fait, qui elle, pourra éventuellement intervenir. Après, moi, je sais que c'est des données qui m'intéressent parce qu'on réalise des actions de ramassage sur les plages, mais également sur les bassins versants, justement sur des zones qui peuvent être à risque, et notamment des zones de décharge qui sont, pas spontanées, quoi, enfin qui sont sauvages, voilà. Donc c'est des données qui nous intéressent, donc n'hésitez pas, si vous en trouvez en baie de Douarnenez, à me contacter sur le sujet, parce que c'est justement en plus des zones qui vont avoir potentiellement un impact sur nos prélèvements microplastiques, parce que c'est souvent des déchets qui sont là depuis longtemps et qui peuvent se dégrader et donc produire du microplastique et après rejoindre les eaux de rivière. Donc pour moi, c'est des données importantes, et après on pourra organiser un ramassage pour éliminer cette pollution. Mais en tout cas, en dehors du projet PPP, ne faut pas hésiter à contacter les communes qui pourront intervenir sur ces sujets-là. Vous avez une question? Oui, ou une remarque. Je viens d'apprendre là, en écoutant qu'on maintenant on pouvait mettre tous nos emballages dans la poubelle jaune. Et je me dis, si je viens de l'apprendre, c'est qu'on est sûrement nombreux à ne pas le savoir. Et donc, il faudrait peut-être trouver un moyen d'informer la population. Alors, on a, sur des événements, souvent rencontré des gens qui n'ont pas reçu le nouveau mémotri qui a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres, normalement en juillet 2020. Et souvent, ces personnes-là avaient un stop pub sur leur boîte aux lettres. Alors, peut-être que c'est votre cas. J'ai pas entendu. En fait, ils n'essayent même pas d'entrer. On ne reçoit plus les pubs depuis un moment. On l'a signalé plusieurs fois, mais ils ne rentrent pas. Donc, effectivement, je n'ai pas reçu ce papier. Mais je vous invite vraiment à aller sur le site brest.fr, au quotidien, collecte des déchets. Et vous avez le mémotri bien expliqué, illustré de tous les emballages que vous pouvez mettre dans votre bac jaune. Alors, moi, j'ai une question. On a parlé donc à l'échelle du citoyen. Est-ce que, par exemple, quand on est une entreprise, comment est-ce que l'on fait pour justement s'engager vers une réduction de la consommation de plastique, par exemple? Et est-ce que c'est déjà par exemple, Brest Métropole ou les bassins versants, des actions déjà qui sont menées, comme des chartes, des choses comme ça, pour limiter à la source, donc dans ces entreprises, cette pollution? Ou cette production de déchets, bien évidemment, avant que cela devienne une pollution. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la direction déchets propreté de Brest Métropole, elle est en charge de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés. Les déchets assimilés, ça veut dire les déchets qui proviennent des professionnels, donc qui produisent le même type de déchets avec un volume équivalent à celui d'un ménage. Donc, on a majoritairement des restaurateurs
Et donc, c'est un groupe cible, effectivement, auquel on s'intéresse et auquel on va proposer une charte zéro pollution plastique dans le cadre de PPP. Et si on veut signer cette charte, comment est-ce qu'on peut revenir vers vous pour l'obtenir ou pour... Alors, au vu du coup de la situation sanitaire, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas pu concrétiser cette action jusqu'à présent, mais du coup, c'est quelque chose qui va bientôt se concrétiser donc à la rentrée. Et dans le cadre du projet PPP, on est sur le principe d'expérimentation des actions. C'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas précisé au début, mais c'est un projet qui permet d'expérimenter énormément d'actions pour au final, donc, à l'issue du projet, on tirait les bonnes pratiques, les actions qui ont le mieux marché, les moins bien marché, avoir un retour d'expérience pour que ces actions-là puissent être transférées sur d'autres territoires et puissent être aussi développées sur le territoire. Donc, pour ce groupe cible-là, on va cibler la zone sensible, comme on a vu sur la cartographie tout à l'heure. Donc, notre zone cible, vraiment, c'est le centre-ville et le port de Brest qui produit énormément de plastique. Donc, ensuite, on verra si c'est un succès. Ça pourrait effectivement être développé et proposé à l'ensemble des restaurateurs. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors juste avant de clôturer cette conférence donc sur les solutions pour lutter contre la pollution plastique, je voulais vous partager une étude scientifique qui a montré qu'il était possible d'ici 2040 de réduire la pollution plastique de 80%. Vous allez peut-être me dire que c'est quelque peu utopique. Néanmoins, ce qui est intéressant de retenir avec cette étude, c'est que pour réduire de 80% cette pollution plastique, il faut agir sur 3 leviers. L'amélioration de la collecte et l'élimination des déchets, l'amélioration des techniques et capacités de recyclage, et bien évidemment la réduction de l'utilisation du plastique. Et je crois que ces 3 leviers, justement, on les a vus au travers des différentes présentations que nous avons pu observer aujourd'hui. Donc, c'est très optimiste de penser qu'en 2040, nous aurons diminuer de 80% la pollution plastique, mais néanmoins, il faut être d'un tempérament optimiste, justement, pour aller vers un océan sans plastique ou avoir un océan avec beaucoup moins de plastique dans le futur. Et justement, pour clôturer cette conférence, si vous aviez, donc on va reprendre un par un, une action à garder ou encore une action même qui peut être... l'histoire d'un rêve pour lutter contre la pollution plastique pour que l'océan de demain soit en meilleure santé. Je ne sais pas. Continuer, je pense, qui se fait, notamment au niveau de la sensibilisation. On en fait de manière différente, mais ne serait-ce que, je pense, juste porter des projets, assister à des événements comme ce qui vient de se passer ce soir, en parler autour de soi, tout ça, je pense, c'est des choses toutes bêtes à faire qui peuvent un peu jouer un rôle, un peu participer. Après, je sais pas moi, s'engager, aller faire des ramassages, utiliser moins de plastique. Je pense qu'il y a tout un tas de possibilités d'actions qui sont à mener, de la plus simple à la plus grande, en créant des projets, en travaillant dans le domaine, ce genre de choses-là. Mais je pense que tout le monde peut participer justement à ces 80%. Merci. Alors, Oumaima, une idée pour le monde de demain ? Pour moi, ce sera la prise de conscience collective et que justement, ça se rejoint au final, c'est que chacun en parle, qu'on puisse en parler autour de nous pour qu'on puisse en informer les générations futures, pour en fait sensibiliser à cette pollution et dire qu'au final, à l'échelle personnelle, c'est pas très compliqué, c'est pas insurmontable en tout cas. De créer un changement et de réduire sa consommation en plastique. Alors pour moi, ce serait que le ramassage des déchets, ça devienne quelque chose de normal, quoi. On se balade dans la rue, on voit un déchet, comme les enfants en fait. Moi, je suis la première à leur dire « Attends, c'est un petit peu sale quand même, mets des gants ». Mais voilà, on voit un déchet, ça nous choque, on le ramasse. Déjà, on ne le jette plus, mais surtout, on le ramasse. Et si tout le monde se retrouve choqué par ces déchets qu'on trouve sur les plages, sur des lieux de détente,
Et ben, je pense que le pari sera gagné. Et si à chaque fois qu'on va à la plage, on repart avec notre serviette, mais aussi avec quelques déchets qu'on aura grappillés par-ci, par-là, je pense que si chacun fait ça, à la fin, l'environnement gagnera réellement au niveau de sa biodiversité notamment. Et pour ma part, donc pour ne pas redire la sensibilisation et la communication, je dirais que c'est un geste qu'il faut arrêter de faire, c'est jeter son mégot par terre. Parce que les mégots, c'est vraiment un gros fléau et que ça se voit en ville, ça se voit un peu partout. Et notamment lors des ramassages, on en trouve énormément. Et donc, ne plus jeter son mégot par terre, mais le mettre dans les cendriers. Et pourquoi pas des cendriers qui sont donc collectés et amenés à être recyclés. C'est une action que je retiendrai et qui diffère de la sensibilisation. Merci beaucoup. Alors, on peut remercier chaleureusement donc, nos 4 intervenants pour l'intervention de ce soir. Donc, merci à tous les 4. J'espère que ça vous a donné plein d'idées d'actions à mener aussi bien collectivement que individuellement. On a pu voir aussi bien au niveau des clubs de sport, au niveau des associations, des entreprises, des actions que nous pouvons mener chaque jour afin de tendre justement vers ce rêve de 80% de réduction d'ici 2040. Alors, si vous voulez en apprendre plus sur la thématique, alors juste voilà, vous voulez juste avoir une idée de l'ensemble des partenaires de ce programme européen, des 18 partenaires donc présents en France et en Angleterre. Je vous invite, alors là, ce soir, non, il y a encore un peu de soleil à cette heure-là. Je vous invite à vous balader donc, sur la promenade du Moulin Blanc où est présente une exposition Plastique Panique dans l'océan qui a été réalisée donc, avec des scientifiques qui sont partie prenante de ce programme européen, qui vous permettra d'avoir déjà une autre vision finalement de la pollution plastique, mais aussi qui vous permettra de voir le travail des chercheurs derrière cette pollution afin de mieux la caractériser et pour ensuite, comme on l'a vu au cours des différentes actions, agir concrètement pour lutter contre cette pollution plastique. Donc merci une nouvelle fois aussi à vous toutes et à vous tous d'avoir été parmi nous ce soir pour cette conférence. Pendant l'été, pas de conférence à Oceanopolis. Néanmoins, nous vous invitons dès le début septembre, pour le 7 septembre, pour le lancement du 2e semestre du cycle de conférences, ici même à Oceanopolis. Donc, au nom de toute l'équipe, on va vous souhaiter une très bonne fin de soirée et plein de belles actions pour lutter ensemble contre la pollution plastique. Bonne soirée. Au revoir.